Merci beaucoup. Je suis ravi d'être là avec vous. Je suis très honoré d'être dans cette belle audience. Ce soir, je vais essayer de vous transmettre 3 enseignements olfactifs sur le fonctionnement de notre cerveau qui peuvent nous aider à comprendre comment notre cerveau prend une décision, comment il aborde le monde qui l'entoure et comment il le mémorise et comment il l'appréhende. Ces 3 enseignements qui découlent de mon travail de chercheur à l'Institut Pasteur en tant que neurobiologiste, spécialiste du fonctionnement et des circuits cérébraux. Et aussi enseignement que je transmets dans le milieu du vin, dans une école que j'ai fondée avec Jean Lenoir, qui s'appelle l'École du Nez. On essaie de transmettre une nouvelle méthode d'éducation neurosensorielle à la dégustation, adressée aux œnologues, aux spécialistes de l'odorat, pour mieux leur éduquer le fonctionnement de leur outil de travail, qui est leur cerveau. Premier enseignement que j'ai envie de vous proposer, de vous offrir ce soir, c'est celui de l'individualité. Nous sommes tous uniques et nous sommes tous différents. Vous allez comprendre. Pour aborder ce point-là au niveau olfactif, il faut se pencher un petit peu sur notre système olfactif. Vous avez ici une coupe sagittale de notre tête, en bleu, notre cerveau. Et quand vous allez sentir un verre de vin, dans quelques minutes, dans quelques dizaines de minutes, vous allez apprécier les molécules volatiles qui vont s'échapper de ce verre de vin et qui vont passer par votre nez, rentrer dans la cavité nasale, et aller stimuler la muqueuse olfactive qui se trouve au sommet de votre cavité nasale, qui se trouve à peu près entre vos 2 yeux ici. Il se passe un chemin un petit peu différent quand vous allez prendre une gorgée de vin, parce qu'en bouche, ce vin va se réchauffer, va se mélanger avec la salive. Il y a plein d'événements spectaculaires qui se passent, qui fait qu'il y a des molécules volatiles qui vont émerger aussi en bouche, un peu différentes d'ailleurs, et qui vont passer à l'arrière de la bouche une fois que vous allez avaler. Et ces molécules, en passant par l'arrière de la bouche, vont être capables de remonter à l'arrière et de revenir stimuler cette petite muqueuse qui se trouve ici. Alors, donc tout se passe au niveau de cette muqueuse. On va zoomer un peu sur cette zone-là. Dans cette zone-là, on retrouve des cellules, plein de neurones, qu'on appelle des neurones olfactifs, qui sont les neurones qui vont détecter la présence de ces molécules. Et comment ils font pour détecter ça? Ils expriment à la surface de petits cils qui s'agitent dans la cavité nasale, des petits cils à la surface duquel on trouve des récepteurs. Les récepteurs, c'est un petit peu, pour prendre une image, une forme de petite serrure qui va être activée par une clé qui va ouvrir spécifiquement ce récepteur. Et donc on a plein de récepteurs, et puis on a des cellules qui expriment un récepteur bleu, par exemple, qui va être sensible à ce type de clé-là, et on va avoir des récepteurs rouges qui vont être sensibles à ce type de clé-là, par exemple. Du coup, on appréhende notre monde olfactif avec ces serrures qui sont là justement pour détecter le monde qui nous entoure, le monde olfactif. Alors, du coup, la question se pose de savoir combien de cellules on dispose pour lire le monde olfactif qui nous entoure. La réponse, on la connaît depuis la fin des années 90. Chez l'homme, on a 400 récepteurs olfactifs différents. 400, ça fait du sens olfactif le sens le plus riche en termes de nombre de détecteurs différents pour appréhender le monde olfactif. Et ça a d'ailleurs été une surprise qui a récompensé les chercheurs qui ont découvert cette famille de gènes en 2004, puisqu'il y a eu un prix Nobel à la clé en 2004. 400 récepteurs, pour vous donner une image, c'est 2% de nos gènes. Donc ça veut dire qu'il y a 2% de votre génome qui est dédié uniquement à percevoir les odeurs. Donc c'est une des plus grandes familles de gènes qu'on ait dans notre génome. Alors, comme tout gène, il y a des variants dans ces gènes. À l'échelle de la population, il y a chacun des variants différents. Comme nous, on a des variants de logiciels différents. Et ces variants, cette variabilité génétique, elle fait qu'on a des récepteurs qui fonctionnent plus ou moins bien. Il y a des personnes dans cette salle qui ont un récepteur bleu qui marche très très bien, qui détecte très bien l'odeur de violette. Et puis moi j'ai un récepteur à la violette qui ne marche pas très bien et qui détecte beaucoup moins bien. Et donc cette variabilité génétique qui est propre à tout le monde, qui est propre à la population, elle est tellement énorme que quand on a essayé d'analyser la proportion de gènes qu'on a en commun et qui sont identiques entre 2 personnes prises au hasard dans la population occidentale, on se rend compte qu'il y a 1/3 de nos gènes qui diffèrent de manière fonctionnelle. C'est comme si 2 personnes prises au hasard dans cette pièce fonctionnaient avec des ordinateurs dont 30% des logiciels ne sont pas la même version. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sent pas tous la même chose de la même manière. Et qu'il y a des personnes qui sont peut-être daltoniens pour un type d'odeur et d'autres personnes qui arrivent très bien à le lire. Donc on est tous différents. Du point de vue déjà de la mécanique, on n'est pas fait pareil. L'autre point ensuite, c'est qu'en plus de ne pas être fait pareil, on a un vécu, on a une expérience différente. Et notre expérience, notre culture va énormément sculpter cette fois-ci notre mémoire des odeurs. Comment on a associé une odeur à un objet particulier. Je vous donne un exemple.
que j'ai pu tester moi-même. Cette petite molécule ici, qui porte le doux nom de 2-méthylpropanoate d'éthyle, cette molécule-là, si je vous la fais sentir, la plupart des gens ici vont me dire « Ah, ça sent la fraise. Ça sent la fraise un peu mûre, fraise écrasée. » Et cette molécule-là, si je la fais sentir cette fois-ci en Asie ou au Moyen-Orient, qu'est-ce qu'on me répond? On me répond ananas. Ah. Est-ce que ça veut dire que les gens en Asie ou en Europe n'ont pas les mêmes récepteurs, on ne détecte pas la même chose? Pas du tout. En fait, qui a raison, qui a tort dans cette histoire? Tout le monde a raison. Parce qu'il s'avère que cette molécule-là, je ne l'ai pas choisie au hasard, elle est présente chez la fraise et aussi chez l'ananas. Et d'ailleurs, petit aparté gastronomique, si ce soir vous avez une petite envie de dessert frais, un mélange fraise-ananas, ça marche très bien parce qu'il y a un accord aromatique qui fonctionne très bien, il y a une très belle fusion aromatique qui fait de ce dessert quelque chose qui est très délicat et avec un bel accord. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en Asie on me dit ananas et pourquoi en Europe on me dit fraise? C'est parce qu'en Asie, de base, le fruit de base qu'on rencontre dans sa vie, ça va être l'ananas. Et en Asie, la fraise, c'est plutôt un fruit exotique. À l'inverse, nous, en France, ou en Bretagne par exemple, en Bretagne, le fruit de base qu'on va rencontrer dans sa vie, c'est la gariguette, c'est la fraise, et on connaît la fraise de base, et est venue plus tard peut-être cette expérience avec l'ananas. Donc ça veut dire que la manière dont on a associé cette odeur-là avec un fruit, elle est propre à notre culture, à nous. Et ça veut dire qu'on n'est peut-être pas, même si on détecte la même chose, on ne va pas mettre le même mot, le même objet sur cette odeur-là. Et ça pose un grand problème, c'est qu'il faut qu'on puisse être sûr qu'on parle la même langue, qu'on communique selon les mêmes références. Et ça, vous imaginez bien que c'est un point fondamental du point de vue du marché aussi. Si je veux vendre un produit et que je mets sur la contre-étiquette de ma bouteille de vin ou sur une description d'un objet que ça sent la fraise et que là-bas, ils me disent « mais ça sent pas la fraise », forcément, il y a des problèmes de confusion. Donc, être sûr qu'on perçoit la même chose et qu'on parle de la même chose ensemble, qu'on communique selon les mêmes références. Ça, c'est quelque chose qui est très important, en particulier quand on est un dirigeant, de savoir si ce que je dis est compris de la même manière par la personne à qui je m'adresse. Surtout si on est sur des cultures différentes. Deuxième enseignement, la dualité. Le fonctionnement du cerveau nous montre qu'il y a une vraie dualité dans des modes de fonctionnement, et le système olfactif est pour ça très illustratif. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, les molécules volatiles arrivent sur cette muqueuse ici, et puis en fait, ensuite, l'information elle est détectée par des récepteurs qui est transmise sur cette structure ici qui s'appelle le bulbe olfactif. Peu importe son nom, c'est là où se passe le codage de l'information électrique. Et ensuite, cette information, une fois qu'elle est codée dans le cerveau, elle va immédiatement diverger et prendre deux chemins parallèles. Le premier chemin nous conduit dans une zone qui s'appelle le cortex olfactif. C'est la zone qui est importante pour toute la mémoire olfactive. C'est là que se trouve votre bibliothèque de mémoire olfactive. C'est là aussi qu'on a une région qui est importante pour discriminer des objets, pour porter notre attention, pour analyser l'objet avec attention et discernement. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? En fait, le système olfactif, il a la propriété d'être directement connecté avec l'amygdale. L'amygdale, ce n'est pas ce qu'il y a au fond de votre gorge et qu'on a supprimé il y a peut-être une fois dans votre vie. C'est une structure du cerveau qui est le centre des émotions. Sans amygdale, plus d'émotions, plus de plaisir, plus de colère, plus de désir, plus d'amour, plus de dégoût. C'est un centre qui est capital pour l'interaction et le fonctionnement du cerveau. C'est un siège qui est important parce que c'est un siège qui va nous permettre de coder des émotions, mais aussi qui va nous permettre de réagir vite à un événement par automatisme lié à une émotion forte. L'amygdale a un lien particulier, c'est qu'elle appartient à une structure plus grande qui s'appelle le système limbique, qui est connectée à une autre structure qui s'appelle l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une structure qui est fondamentale pour nos souvenirs, pour construire nos souvenirs. Et c'est grâce à l'hippocampe qu'on rassemble plein d'informations ensemble pour créer un souvenir. Et en fait, on se rend compte que le souvenir est d'autant plus robuste et d'autant mieux stocké en mémoire qu'il est associé à une émotion. S'il y a une émotion forte, on va se rappeler pendant longtemps d'un événement particulier, d'un souvenir particulier. Une manière simple de s'en rappeler et de comprendre ce phénomène, c'est si je vous demande, si je vous pose la question, est-ce que vous seriez capable de vous rappeler qu'est-ce que vous faisiez le 11 septembre 2001? Est-ce que tous vous êtes capables de vous rappeler avec qui vous étiez, dans quelle pièce, qui est intervenu, etc., etc. Tous. Ça marche moins bien quand je commence à poser la question à des enfants, etc. Si maintenant je vous pose la question, mais qu'est-ce que vous faisiez le 8 septembre 2001? Moi, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas du tout parce qu'il ne s'est rien passé ce jour-là, du point de vue émotionnel, qui m'a
qui a forcé ma mémoire à s'inscrire durablement dans mon esprit. Et donc, vous voyez ici qu'il y a une vraie dualité. C'est-à-dire que l'information, soit elle peut être codée de manière émotionnelle, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est plaisant, est-ce que c'est pas plaisant, et ensuite, du point de vue purement analytique, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, du point de vue raisonnable. Cette dualité entre ces deux chemins, nous sommes tous capables de choisir un chemin particulier plutôt qu'un autre, mais en fait, il met en évidence quoi? C'est que, de manière générale, dans notre cerveau, il y a toujours cette dualité entre la raison et l'émotion. On peut avoir un mode de fonctionnement, un mode d'analyse du monde qui est un mode plutôt automatique, lié tout de suite à l'émotion, aux préjugés, à des automatismes rapides qui nous permettent d'agir rapidement. Et puis à côté de ça, on peut avoir un autre mode de fonctionnement qui est lié plutôt à l'analyse de l'objet olfactif, mais plutôt de manière plus générale, l'analyse, la raison, l'analyse par discernement de l'objet. Et en fait, notre cerveau va et vient entre ces deux modes. Et parfois, dans un souci d'aller vite, on va agir rapidement sans réfléchir à ce qu'on fait. Et on peut tomber dans des formes d'automatisme particuliers. Typiquement, pour vous donner deux exemples, face à un objet inconnu ou une personne inconnue, on va peut-être par automatisme dire ah ben, je ne connais pas, donc j'aime pas, donc je quitte. Ça, c'est une réaction automatique. Parce que je m'éloigne d'un objet inconnu parce que je ne connais pas, alors qu'il suffirait juste que peut-être que je passe du temps à comprendre cet objet pour pouvoir commencer à me familiariser avec lui et comprendre comment il fonctionne. Face à un objet connu d'ailleurs, très familier, pareil, je vais fonctionner par automatisme. Oh ben, je connais quelque chose, donc je vais réagir tout de suite sur comment il est. Quand on est dans des groupes, par exemple, des groupes de collègues qui sont très homogènes, par exemple, tout le monde se connaît, tout le monde est à peu près identique, on ne fait plus attention, on agit par automatisme. Alors qu'un groupe qui est beaucoup plus hétérogène, où il y a un peu plus de surprises, du coup, on va se poser plus de questions, être plus curieux sur la situation qui nous entoure. Une manière de comprendre cette dualité, nous, en tant que neurobiologistes du goût, il suffit de la poser aussi à des experts du goût. Vous ne voyez pas du tout ce qu'il y a écrit là. Aussi peut-être. Ici, ce que j'ai écrit sommelier. C'est pour moi les experts champions du goût. Et puis en face, j'ai choisi d'étudier en parallèle des non-experts, comme vous et moi peut-être. Et quand on se plonge dans leur cerveau, on se rend compte que leur activité cérébrale montre un patron d'activité bien particulier, puisque le sommelier, quand on lui présente une odeur, en particulier un verre de vin, on voit qu'il a un fonctionnement dans des régions qui souligne un traitement beaucoup plus analytique, beaucoup plus cognitif, beaucoup plus attentionnel, qui convoque sa mémoire en particulier. Alors qu'un naïf, une personne non expert, va tout de suite avoir une appréciation du vin qui est plutôt émotionnelle, du point de vue global de l'objet. Il va vous dire, bon, bah, ce vin, il est bon ou pas bon, par exemple. Mais après, quand on va lui demander, OK, au-delà de bon ou pas bon, qu'est-ce que tu peux dire de plus? Et là, plus rien. Donc là, le naïf réagit tout de suite du point de vue émotionnel, alors que notre ami expert sommelier, lui, va essayer d'analyser le vin proprement, de voir ses caractéristiques objectives, avant d'émettre un jugement de valeur, avant de passer à un mode plus émotionnel, plus plaisir ou déplaisir. Donc, le sommelier et l'expertise, ça passe par dompter cette capacité de switcher sur un mode raisonnable d'analyse ou sur un mode automatique d'analyse, qui correspond à deux modes de fonctionnement différents, deux situations différentes. Parfois, il faut agir rapidement et intelligemment. Parfois, il faut penser aussi intelligemment. Dernier renseignement, anticipation. Anticipation, il s'avère que notre système olfactif, c'est un système qui n'est jamais stimulé de manière unique. La stimulation olfactive vient toujours avec d'autres stimulations, visuelles, gustatives, peut-être auditives, s'il y a un bruit d'un bouchon qui explose. Et tout ça, en fait, a des conséquences importantes, puisque quand on va goûter un vin, avant de le goûter, par exemple, d'abord, on va le regarder. Et le fait de regarder un objet va stimuler notre vue, et la vue va être intégrée par notre cerveau, qui va commencer à dire « Ah ben là, par exemple, j'ai un vin qui est rouge, donc ça veut dire que ce que je vais goûter, ce qui va arriver bientôt, ça va être un vin qui va être décrit par des descripteurs de vin rouge. Je vais plutôt trouver de la groseille, de la framboise dans ce vin-là, et certainement pas de la pomme et du tilleul. » Et en fait, on se rend compte que cette préparation, cette capacité du cerveau à essayer d'anticiper, de prédire le futur à partir d'événements présents, c'est malheureusement triste parce que la vue va piétiner le goût et va préparer le cerveau dans une disposition qui n'est pas forcément bonne. Je donne un exemple qu'on a fait à l'école. On fait goûter un verre de vin blanc à une personne, on lui demande de décrire le vin, très bien. Et puis ensuite, sans qu'il le sache, ce même vin blanc, on l'a coloré avec un pigment rouge, on lui fait goûter le même vin, il ne sait pas que c'est le même vin, et pourtant, là, il commence à le décrire avec d'autres descripteurs, d'autres adjectifs qui sont plus liés aux fruits rouges, etc. Donc la vue, le fait que la vue précède le goût, la vue va du coup
préparer notre cerveau, prédisposer notre cerveau sur un schéma mental particulier qui va biaiser notre perception. Ça, c'est encore plus vrai quand on comprend qu'il y a une hiérarchie dans nos sens. La vue est prédominante par rapport à l'odorat. Si ce soir, je vous propose de perdre soit la vue, soit l'odorat, je pense que le choix est vite fait, parce que sinon, je ne serais même pas capable de sortir de cette pièce. Dans l'espèce humaine, la vue est prédominante, la vue est capitale, et quand on émet un jugement avec des paramètres sensoriels, on va émettre beaucoup plus de jugement et d'appréciation, et on va pondérer nos informations visuelles plutôt qu'olfactives. Et donc l'information visuelle va complètement piétiner l'information olfactive, et ça veut dire que toutes les informations liées à l'image de l'objet, à la notoriété, au prix, toutes les informations contextuelles qu'il y a autour de l'objet olfactif proprement dit, vont être très importantes dans la perception de l'objet proprement dit. Donc conclusion, 3 aspects importants. Individualité, nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents, et du coup la perception des autres, elle passe par comprendre le fait qu'on ne perçoit pas la chose de la même manière, parce qu'on n'est pas fait pareil, et parce qu'on n'a pas vécu et eu la même expérience. Deuxième point, on a 2 modes de fonctionnement dans notre cerveau, raison, émotion. Des modes de travaux qui sont rapides et efficaces, mais qui parfois font appel à ce qu'on pourrait appeler l'intuition, mais cette intuition, elle dépasse un caractère d'analyse, de discernement de la situation, qui est parfois préférable. Et enfin, anticipation. Notre appréciation d'une personne ou d'un objet aujourd'hui, elle est largement influencée par tout ce qui entoure cette description, tous les événements qui sont passés avant, que ce soit l'image de cette personne, le contexte autour. Et donc notre perception, elle est toujours dans une histoire. Ce que nous percevons aujourd'hui et demain, c'est le reflet aussi de ce que nous percevons dans le passé aujourd'hui. Et là-dessus, je vous remercie.